la trajectoire vers le cloud du dossier patient informatisé Care4You avec notre partenaire AWS. Donc j'ai avec moi aujourd'hui deux speakers que je vous présenterai juste après. D'abord quelques mots d'introduction sur cette table ronde. Vous le savez, on est sur un secteur évidemment qui est très sensible et donc qui est à un niveau d'exigence très élevé on traite évidemment de données de santé. On est derrière toute technologie en fait évidemment que l'on propose, qu'on met à disposition des organisations de santé. Il y a des données médicales, il y a du personnel soignant. Il y a des organisations qui sauvent des vies, donc évidemment il faut des systèmes qui soient robustes et très fiables. Et donc aujourd'hui, on va vous parler évidemment des services qui sont basés sur le cloud, qui sont là pour favoriser cet écosystème et le rendre notamment plus fiable et plus sûr. Alors, nos clients, depuis plusieurs années, en fait, expriment le besoin de disposer de solutions qui soient capables de relever des défis de plus en plus importants, qui se présentent à eux, bien évidemment, et se retournent vers nous, les industriels, se retournent vers nous, Dedalus, ou vers évidemment notre partenaire AWS, pour justement leur apporter ces solutions. Comment les fiabiliser, comment leur apporter la sécurité autour de ces solutions, comment leur apporter évidemment des continuités de service qui sont absolument indispensables aujourd'hui, de la performance, et évidemment aussi de la réduction des coûts. Donc c'est un peu le thème de notre table ronde, on va évidemment vous parler de ça. Donc, pour réussir à ça, évidemment, pour nous, Dedalus, il fallait qu'on s'appuie et qu'on discute avec des partenaires de très haut rang. Et donc, AWS est un très bon partenaire pour Dedalus, un partenaire mondial. On travaille d'un point de vue mondial, évidemment, ensemble et également sur la France. Donc, ce passage au cloud dont on va vous parler, il va permettre demain la réduction de coûts opérationnels grâce à l'élasticité du cloud. Et ça, évidemment, Patrick pourra vous l'exposer. Il va permettre aussi, on l'oublie souvent, mais pourtant c'est un énorme sujet d'actualité, réduire également l'empreinte carbone, parce que le cloud a des apports et des valeurs évidemment sur l'empreinte carbone, améliorer les performances, je vous en ai déjà parlé. Donc, ça a déjà été dit, Dedalus investit au niveau mondial pour permettre à ces solutions numériques cette transformation vers la stratégie cloud, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Ce qui est à noter, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on le fait déjà sur la France, on a déjà des stratégies de ce type et on va évidemment vous en parler. On est très déjà à mettre des solutions chez AWS dans leur data center avec une stratégie évidemment hébergeur de données de santé agréés. Et puis un dernier mot d'introduction pour vous dire que la France, si on la compare à d'autres pays du monde, on voit qu'elle est encore un peu entre guillemets en retard par rapport à ces stratégies cloud, par rapport à celles qu'on peut voir sur d'autres pays. On peut citer par exemple les UK, donc le Royaume-Uni, où les stratégies cloud avancent très très fort, et on y participe nous-mêmes beaucoup Dedalus, et également l'Allemagne, qui est un secteur extrêmement dynamique depuis peu sur le sujet et qui avance. Donc je pense que c'est très intéressant de vous en parler. Alors j'ai deux orateurs avec moi pour vous en parler. Donc Patrick Lamplé, tu es architecte solutions de santé pour AWS. Alors, je vais prendre par là. Donc, bonjour, je suis Patrick Lamplé, effectivement, et merci Guillaume de nous avoir aujourd'hui. Et je présente le deuxième participant, qui est Fabrice Aupert, qui est architecte R&D Care4You chez Dedalus. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ton micro marche, donc c'est parfait. On a au moins 2 micros sur 3. Donc voilà pour cette introduction. Je leur passe la parole. Et donc Fabrice, parle-nous un petit peu de notre approche évidemment du dossier patient Care4You et de la stratégie cloud. Oui, merci. Donc, alors je voudrais revenir sur ce qu'est Care4You. Donc c'est un ensemble de choses, mais d'un point de vue technologique, c'est une plateforme qui va nous permettre de faire évoluer nos DPI vers du web. Alors je vais prendre l'exemple d'Orbis, où on a déjà des applications web qui tournent, Medication, Patient Chart, etc. Et Care4You, c'est vraiment une accélération, une généralisation de cette approche web. On veut devenir web-centrique. Le fait qu'on se base sur des technologies web nous ouvre tout un tas de portes. En termes d'intégration, d'interopérabilité, le web, c'est un formidable levier. C'est pour ça qu'on a choisi cette option. Je vais prendre un exemple, le SSO, donc Single Sign-On, qui est historiquement très compliqué à mettre en place dans les structures de santé à cause de l'hétérogénéité des solutions.
Et bien là, en se basant sur un standard web, donc OpenID Connect, on va être en mesure de faciliter cette intégration, par exemple en étant capable de s'intégrer avec ProSanté Connect. Et donc les médecins pourront, à l'aide de leur carte ou de leur application, de s'authentifier dans Orbis, mais sans passer par l'authentification Orbis elle-même. Donc c'est un exemple de la puissance que libère l'approche web. Il y a d'autres standards qui sont intéressants. Fire, par exemple, pour tout ce qui est interopérabilité sur les données de santé. Autre levier important, c'est les applications mobiles, puisqu'on expose des services REST, donc via HTTP, c'est un peu technique, mais ça permet de construire des applications mobiles natives iOS ou Android et permettre aux médecins, aux infirmières d'accéder à nos API sur mobile. Et voilà. Et enfin, ce qui est très intéressant aussi, c'est que cet écosystème du web, il est extrêmement riche. Donc il y a énormément de briques techniques open source qui sont à nos dispositions. Ça nous permet de diminuer le temps passé sur le développement des briques techniques et de le transférer vers la plus-value métier que nos clients sont en droit de demander. Voilà. Et pour finir, je voudrais bien insister sur le fait que c'est Care4U, c'est une évolution d'Orbis vers le web ou de DXCare, et c'était en aucun cas une rupture en mode Big Bang. Voilà. Donc les deux mondes peuvent cohabiter ensemble, et petit à petit, on migre des fonctionnalités du monde existant vers le monde Care4U, avec à terme la disparition sans doute de Orbis Nice, donc le logiciel Windows, et là on sera dans un mode vraiment full web. Très clair. Alors peut-être les perspectives de déploiement aujourd'hui d'un cloud Care4U, les expériences qu'on commence à avoir, les sujets sur lesquels on nous sollicite. Oui, alors on a imaginé Care4U avec en tête la perspective qu'un jour on serait déployé dans le cloud. Alors c'est pas le cas actuellement, on est sur on-premise, mais notre plateforme, elle est pensée avec le cloud en tête. Donc on s'appuie sur Kubernetes comme socle technique. Or Kubernetes, c'est un standard du cloud maintenant. Tous les cloud providers proposent des services Kubernetes. Sur Amazon, c'est EKS, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et donc, ce qui va être très intéressant via un déploiement cloud, c'est que, en fait, au lieu de gérer la plateforme Kubernetes elle-même, on va l'utiliser comme un service. Donc, on passe d'un mode infrastructure as a service à un mode plateforme as a service, qui est très intéressant, puisque toute une gamme de problématiques techniques disparaissent et sont gérées par Amazon, par exemple. Voilà. Donc on pense que ça va donc amener à une diminution des coûts de maintenance, à une amélioration des temps de disponibilité, une amélioration des performances. Voilà. Et dernier point très important de notre point de vue, c'est la sécurité. En hébergeant nos services chez Amazon, on va avoir des experts de la sécurité qui vont garantir la sécurité de l'infrastructure et une mise à jour régulière pour se mettre à l'état de l'art. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous et pour nos clients, je pense.
Et si je peux me permettre de rajouter un élément là-dessus, donc en fait, chez AWS, c'est construit avec la sécurité comme priorité numéro 1. Donc en fait, que ça soit au niveau de l'infrastructure, du hardware, mais aussi des softwares et des services managés, on propose toujours la sécurité, le chiffrement sur tous les services et ainsi de suite. Et comme tu disais, Fabrice, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'on arrive au moins au niveau que vous avez actuellement chez les clients de sécurité, et souvent on le dépasse parce qu'il y a beaucoup de services qui sont managés, qui sont gérés, ou qui facilitent en fait toute cette partie-là et qui permettent en fait d'accélérer aussi bien l'innovation tout en restant à la sécurité et de laisser en fait les équipes développer des nouvelles features, enfin des nouvelles fonctionnalités qui sont utiles plutôt côté business, tout en utilisant le niveau de sécurité qu'il faut plus facilement. Donc ça permet de rebalancer, rééquilibrer en fait le temps d'investissement des équipes de développement vers des fonctionnalités qui sont plus orientées vers métier. Et il y a tellement de choses à faire qu'il faut vraiment, voilà, il faut prioriser là-dessus, mais tout en ne négociant pas sur la sécurité et d'améliorant cette partie-là. Et comme tu l'évoquais sur par exemple Kubernetes et le service Amazon IKS, c'est un moyen de simplifier en fait la gestion des clusters Kubernetes, mais aussi une partie managée qui peut autoscaler, vous aider sur l'accompagnement sécurité. Donc tous ces éléments-là qui sont du quotidien en fait dans l'analyse du besoin et l'analyse du risque dans le secteur de la santé, c'est un élément qui va accélérer vraiment la capacité à innover. Les challenges, peut-être? Oui, alors les challenges, il y en a quelques-uns. Alors, moi, je les classe en 3 catégories. La problématique des licences, du coût des licences. Ensuite, on va dire des problématiques techniques, de connectivité principalement, et des problématiques de sécurité. Donc, sur les problématiques de coût des licences, nos DPI reposent sur Oracle. Donc, se pose la question de quelle licence Oracle, faut-il changer quelque chose ou pas, peut-on utiliser les instances Oracle managées par Amazon ou pas d'un point de vue technique. Bon, là, je déborde un peu, mais ça a un impact sur le coût de la licence, donc ce sont des sujets ouverts. Ensuite, on a un problème qui est lié au fait que on a encore besoin des clients lourds, donc des logiciels Windows comme Orbis Nice pour fonctionner. Donc, il faut une technologie de virtualisation à la Citrix pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités Car4U. Et ça a un coût certain. Voilà. Donc, on est en train de voir avec AWS si une technologie alternative qu'ils proposent, qui s'appelle Upstream, pourrait répondre en partie à ces questions. Et je voudrais juste placer ça dans un contexte plus long, puisque pour nous, quand l'évolution sera à son terme, on n'aura plus besoin de Citrix. Les utilisateurs utiliseront nos DPI via un navigateur. Donc on n'aura plus ces problèmes-là. Mais bon, en attendant, on a cette problématique de licence qu'il faut adresser. Et voilà, donc c'est un sujet ouvert, ça. Si je peux faire un focus sur ce que AWS offre là-dessus, en fait. Donc c'est vrai que la sécurité, c'est toujours un des sujets. Si c'est pas le premier sujet, c'est le deuxième. La raison de migrer en fait sur de solutions qu'on a actuellement vers le cloud AWS, c'est aussi souvent le coût, parce que il y a des problématiques de licence, de scalabilité aussi. Du coup, classiquement dans un data center, si on a fait une analyse de risque, et particulièrement dans la santé, on peut pas se permettre d'avoir des services non disponibles, donc on va faire en surcapacité pour gérer le maximum de ce qu'on peut avoir. Donc là, le système de scalabilité sur AWS vraiment permet aux équipes d'avoir la juste utilisation. C'est tout le principe, hein, on paye pour ce qu'on utilise, donc on ne met en place que ce qu'on a besoin. Et il y a plein d'éléments là-dessus, mais sur le point base de données et toute cette partie-là, en fait, il faut se rendre compte que chez AWS, il y a la partie, on va dire, calcul, stockage et network qui sont les bases de l'informatique, mais en fait, il y a plus de 200 services et énormément de services managés
manager, dont certains qui vont vous aider particulièrement dans ces problématiques de migration de base de données, de votre base à une autre pour des gestions de changement de version ou pour passer d'un moteur à un autre. Donc c'est un service qui s'appelle Database Migration Service. Mais aussi, en plus des services, on a tout un accompagnement des clients, que ce soit avec des guides, avec des posts blogs qui peuvent vous aider à comprendre comment on fait les migrations, mais aussi des programmes d'accompagnement, que ce soit au niveau technique, au niveau crédit, et ainsi de suite, pour vous libérer là-dessus. Et spécifiquement sur la base de données, chez AWS, il y a plus de 14 types de bases de données. Ça vous permet d'avoir la base de données qu'il vous faut, de pouvoir gérer des questions de localité ou de base de données internationales. Et on a un programme qui s'appelle Database Migration Freedom et Database Migration Accelerator. Donc, c'est deux programmes qui vous aident justement à analyser avec vous quelle est votre situation au niveau des bases de données et trouver la bonne solution, que ce soit de déployer votre propre licence en utilisant sur AWS ou de faire des migrations de versions ou de types de base. Et ça, c'est un élément important parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une base de données qui fait tout, d'avoir un modèle économique qui correspond à vos capacités. Comme on parle de scalabilité aussi, c'est d'évoluer en fonction de vos besoins, tout ce qui est système aussi pour isoler les données, chiffrer les données, ainsi de suite. Donc il y a énormément d'éléments derrière ce concept qui commence soit par le coût, soit par la sécurité, qui amène en fait une accélération. Et c'est un élément très fort. On a donc AWS a comme client notamment Amazon qui avait annoncé il y a de tête, je crois que c'était à 3 ans, 4 ans, qu'ils étaient justement, ils avaient complètement migré depuis un des fournisseurs historiques de bases de données vers des bases de données open source. Et donc, vous voyez la taille d'Amazon, ça représentait un énorme challenge, mais c'est vraiment toute cette logique et cet apport d'accompagnement qui est important. Et vraiment derrière cette problématique de coût, de sécurité, c'est encore une fois l'innovation, c'est encore une fois qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau. Et au lieu d'être contraint par des aspects techniques, on va plutôt accélérer l'innovation avec des solutions techniques. Merci Patrick. Deuxième type de challenge, les challenges techniques. Alors, pour nous, le plus, on va dire, la problématique principale actuellement, c'est la connectivité entre les appareils installés chez nos clients, lecteurs de cartes, dispositif médical, et puis le logiciel qui, lui, tourne dans le cloud. Quid de la latence? Est-ce qu'on pourra utiliser le DPI de la même façon? Quel changement? Est-ce que ça nécessite des changements de notre côté? Voilà, quelle infrastructure mettre en place? Donc ça, c'est un sujet crucial. Ouais, c'est un sujet excessivement intéressant pour différents aspects. Il y a l'aspect, effectivement, comment je gère ces déploiements cloud et comment je limite l'impact sur le réseau, comment j'ai des stations de travail, on pense en radiologie, en imagerie médicale, mais aussi quand on a énormément de données analysées, quand on a beaucoup de systèmes qui sont ouverts en même temps, comment je gère cette capacité-là. Et donc c'est un sujet qui est évidemment très important chez AWS, parce que comme c'est dans le cloud, il faut qu'il y ait cette connexion. Donc comme tu disais tout à l'heure, on a un service qui s'appelle Upstream. On a aussi, il y a plusieurs couches, mais la couche Upstream, ça permet de déployer votre logiciel sur les serveurs dans le cloud AWS et de streamer, comme son nom l'indique, directement en optimisant la bande passante, en optimisant la qualité aussi. Faut se rendre compte, ça peut aller au niveau nécessaire pour la radiologie, donc avec des profondeurs de couleurs et ainsi de suite, c'est très précis. C'est utilisé, il y a un service pour la partie qui est dans notre domaine, mais qui va montrer aussi jusqu'où ça va, pour le secteur cinéma par exemple, pour les gens qui créent du graphisme. Donc là pareil, la qualité, la précision de la couleur, la qualité, l'efficacité, voilà, c'est dédié à ça. Et donc Upstream, c'est un excellent exemple en fait de moyen de dire, on a des problèmes réseau, comment je peux déporter une partie de ma problématique réseau interne vers le cloud. Et effectivement, c'est toujours un sujet dans le secteur de la santé, parce qu'entre la radiologie, les dispositifs connectés, les DPI, les services cloud que vous utilisez, c'est un sujet qui est important. AWS accompagne beaucoup là-dessus, on a des services pour connecter avec de la fibre et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est un sujet excessivement important, parce que le besoin métier va croissant. On n'est pas dans un mode de réduction de cette activité, au contraire, parce qu'il y a tellement de besoins et tellement de besoins de rapidité qu'il faut le traiter. Donc j'ai mentionné tout à l'heure qu'on se basait sur Kubernetes pour déployer Care4You. Donc là on a un petit travail à faire, parce que actuellement on le déploie sur un Kubernetes, une distribution Kubernetes
Care4You. Donc il va falloir adapter un certain nombre de choses chez nous pour pouvoir être déployé sur un Kubernetes managé par Amazon. Voilà, mais c'est un truc purement interne. Et je voudrais donc sur l'aspect sécurité maintenant. Donc on a bon, il y a plusieurs aspects, hein. J'ai mentionné la sécurité au niveau de l'infrastructure. Il y a la sécurité du logiciel Care4You en lui-même. Là, on se trouve exposé sur le cloud. Ça ouvre de nouvelles perspectives en termes de vecteurs d'attaque. Donc il faut que nous-mêmes, en tant qu'éditeurs de logiciels, on évolue de ce point de vue-là et que la sécurité rentre encore plus dans nos processus de développement et de livraison de run de nos logiciels. Et puis évidemment, il y a la partie sécurité des données, RGPD, etc. Peut-être Patrick, tu vas pouvoir en dire quelques mots. Donc j'ai 3 heures pour vous présenter ce sujet-là. Non, c'est un sujet passionnant parce qu'il y a plein d'aspects techniques. Il y a plein d'aspects aussi de pratique là-dedans. Comme tu disais, en fait, on se rend compte en sortant d'environnements qu'on pensait contrôlés, qui sont supposés pas être exposés, en fait, c'est quand même attaquable. Et en fait, du fait de l'expérience d'AWS, hein, ça fait depuis 2006 qu'existe Amazon Web Services, et on a des clients dans tous les secteurs. La santé, évidemment, il y a beaucoup de sécurité et beaucoup de conformité. Dans le secteur bancaire aussi, il y a des gouvernements aussi qui utilisent AWS. Donc, vous pouvez imaginer que toutes ces questions-là arrivent dans tous les sens et dans différents niveaux. Et juste un point là-dessus, c'est important. Il n'y a pas de cloud dédié santé. C'est le cloud AWS, c'est pour tout le monde. Donc, quand vous utilisez AWS pour la santé, vous bénéficiez aussi des conformités et des règles de sécurité d'autres secteurs et d'autres industries qui, elles aussi, ont des obligations, des points de vue forcément différents. Et on a aussi les certifications et les conformités dans différents pays. Donc, par exemple, en France, on a HDS, qui est essentiel pour la partie santé. Mais vous avez le C5 en Allemagne, vous avez ENSI, certifié ENSI en Espagne. On est IPA éligible IPA aux US. On est iTrust Certified. Enfin, il y a énormément de certifications dans le monde. Et qu'en fait, ça, c'est un élément important. Utiliser AWS, ça vous permet de gagner de l'expérience de tous nos clients qu'on a eu, des millions de clients qui sont sur AWS, de tous les secteurs. Et ça va vous faire gagner du temps en fait là-dessus parce qu'on a énormément de guides, d'experts sécurité, d'experts pour les partenaires aussi qui peuvent vous aider à réfléchir, à faire du software de service, à faire du déploiement type upstream et tout ça, et d'améliorer votre sécurité. Et énormément de services aussi AWS qui par défaut vont vous aider à contrôler votre réseau, gérer les potentielles attaques DDoS, gérer vos updates et vos analyses de vos containers, des flux entre vos différents containers. Donc il y a énormément d'aspects à prendre là-dedans, qui peut être très compliqué si on fait tout par soi-même. Vraiment, le principe d'AWS, c'est de fournir des services qui vont simplifier la vie de tout le monde. Et donc, tout ce qui n'a pas de valeur spécifiquement forte dans la valeur métier, on va le fournir. Et sur la partie sécurité, je pense que c'est un élément important dans la partie migration, et c'est ce qu'on évoque aujourd'hui. L'évolution d'un client qui migre sur le cloud, c'est toujours de prendre ce qu'il a actuellement et de migrer sur AWS tel quel, ou éventuellement de moderniser un peu, puis après de se rendre compte de toutes les couches qu'il peut rajouter, jusqu'à arriver à l'objectif qui est de dire on va utiliser au maximum les capacités pour développer l'innovation là-dedans. Et c'est de l'accompagnement. Il n'y a pas une étape où c'est un peu dangereux et on va pas s'en sortir. Non, à chaque étape on a la même sécurité, on a la même innovation, mais on va de plus en plus loin dans la capacité à utiliser le bon service, la bonne approche, à aller plus loin, à adresser des nouveaux domaines. Et un point qui est excessivement important, AWS en fait fonctionne au niveau de l'innovation par rapport au retour des clients. C'est-à-dire que 90% des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux services qu'on sort vient des retours des clients. On nous dit c'est super, mais on aimerait bien que vous fassiez ça en plus, ou tiens, dans notre secteur il y a ça qui est bien. Donc ça, c'est un élément de discussion qui est très important. C'est-à-dire que et on le voit bien dans le partenariat, dans votre migration chez Daedalus sur le cloud, il y a une partie importante de dialogue. C'est pas vous avez votre compte AWS, débrouillez-vous. C'est vraiment cette partie accompagnement.
Et je finirai là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne moi et que je trouve vraiment essentiel dans la partie innovation, c'est comment on intègre la sécurité et la réglementation, les obligations de conformité réglementaire dès le début. C'est-à-dire que les développeurs pensent déjà à comment ça va se déployer, comment ça va fonctionner, qu'ils ne veulent pas se réveiller à 4 heures du matin avec une alerte parce qu'il y a une brèche d'accès et ainsi de suite, mais en même temps aussi toutes ces obligations réglementaires. C'est vrai que traditionnellement, on avait plutôt tendance à faire ça une fois qu'on avait développé les bonnes idées, qu'on a déployé, dire il faut être conforme. C'est de penser ça dès le début. Et en fait, l'automatisation qu'apporte le cloud, donc il y a beaucoup de infrastructure as code. Vous pouvez développer énormément de choses qui vont automatiquement sécuriser avec des bonnes pratiques, tester, faire des runs automatiquement et donc alerter les spécialistes seulement quand il y a des cas non prévus ou des cas qui sont bizarres. Et donc toute cette observabilité-là, elle est très importante. Et tu évoquais Kubernetes, c'est une super technologie qui demande énormément de compréhension fine de contrôle. Et ça, c'est un élément, voilà, on a des experts là-dedans, on vous donne des bonnes pratiques. Et encore une fois, c'est la partie qui est vraiment intéressante, je trouve, là, c'est ce chemin de migration et comment à chaque étape, on peut vous accompagner et travailler avec vous pour améliorer et aller encore plus loin. Je voudrais juste Bien sûr, vas-y. terminer pour mentionner que on a une expérimentation en cours pour déployer Orbis, Care4You Orbis chez AWS et que on fait ça pour justement mieux comprendre les enjeux, avoir une vision plus claire de ce qu'il faut faire, de ce qui reste à faire, et on devrait avoir un retour d'expérience d'ici la fin d'année. Bah, super. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges et ces explications. Alors, peut-être 2 petits mots en conclusion pour conclure cette table ronde. Vous l'avez compris, avec notre partenaire AWS, on a une stratégie appuyée, notamment de migration dans le cloud, et on a déjà des premières expériences. Le dossier patient informatisé, bien évidemment, est une préoccupation. On le fait déjà dans d'autres pays et on commence ces premières expérimentations, comme tu l'as très bien dit à l'instant. Donc, mais aussi, et pas seulement le dossier patient informatisé, c'est-à-dire qu'on a aussi des plateformes, notamment la plateforme DC4Edge qui a une vraie légitimité à aller dans des stratégies cloud, notamment pour gérer des logiques de données extrêmement importantes avec des volumétries extrêmement importantes et qui nécessitent évidemment de la sécurité. Mais d'autres services de workflow intégrés, on parle évidemment de nos solutions qu'on appelle HIS, c'est-à-dire nos solutions de passe ERP pour la gestion administrative du malade, les gestions économiques et financières, le RH également, trouvent leur voie dans des stratégies cloud, l'anatomopathologie, les solutions de laboratoire, l'imagerie, avec notamment une solution qu'on a chez nous qui s'appelle Paxson Web. Donc tout dans le portfolio de Daedalus, en fait, commence à être concerné et impliqué dans des stratégies cloud. Donc on sera ravis évidemment de vous en parler. Et bien sûr, Fabrice et Patrick en experts sont là aussi pour vous accompagner. Donc c'est ça qui est très important, c'est qu'on a maintenant une expérience assez mûre, une approche assez mûre du sujet. Les années ont passé, on a beaucoup avancé sur cette stratégie cloud. Et donc on est un acteur tout à fait légitime pour vous en parler très précisément en fonction de vos besoins. Merci à tous. On espère que cette table ronde vous a bien intéressé. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, Cécile? Est-ce qu'il y a eu des questions particulières? Il y a des questions? Non? Alors sinon j'ai eu ces questions-là. Ah, très bien. Alors peut-être 1 ou 2 questions, ah oui, qui me sont soumises. Merci Cécile. Donc bien sûr, un grand sujet qu'on peut peut-être se poser sur la table, Patrick, c'est l'intérêt sur des innovations rapides qui sont en train d'arriver pour les personnels soignants, la reconnaissance vocale, ChatGPT, dont on a quand même pas mal parlé. Peut-être que tu peux nous en dire un tout petit mot? Oui, avec plaisir. Donc c'est ma deuxième passion, c'est le machine learning et tous ces aspects-là, parce que c'est un élément en fait qui accélère, enfin qui va couvrir des choses qu'on n'a pas envie forcément de faire tout manuellement. Donc tout ce qui va être par exemple reconnaissance de conversation sur Amazon Web Services, on a un service qui pour l'instant fonctionne que en anglais directement, qui s'appelle Transcribe Medical, c'est-à-dire que ça permet en fait un médecin de parler et que ça soit transcrit en texte, mais aussi de suivre une conversation entre identifier un patient et un médecin et stocker cette information là. Et ce qui est intéressant dans l'approche, c'est que vous pouvez lier ce service qui s'appelle Transcribe Medical avec Comprehend Medical.
control. Et donc ça va prendre de la parole en texte, et le texte va être analysé et vous donner des codes ICD10, Snowman et ainsi de suite. Donc ça, c'est un moyen qui permet d'accélérer l'innovation. Et c'est des choses aussi que d'autres, des partenaires ou des clients directement peuvent déployer et créer eux-mêmes. C'est-à-dire ils peuvent utiliser nos services, ou s'ils ont eux-mêmes leur approche là-dessus, peuvent utiliser et créer leur propre version. On a tout un service qui s'appelle SageMaker, qui est pour les data scientists et ainsi de suite. Et on a des partenariats très forts avec des startups leaders sur le sujet. Et c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que ça simplifie un aspect qui est très compliqué, on le sait tous, dans le monde médical, c'est la codification. Comment on va récupérer de l'information qui est qualifiée, qu'on peut comparer, et ainsi de suite. Et ça, c'est un point vraiment essentiel, aussi bien pour alimenter de nouvelles innovations, des nouveaux machine learning, mais aussi pour simplifier la vie au quotidien des personnels soignants. Et il y avait le sujet de ChatGPT et ce qu'on appelle Generative AI, donc l'intelligence artificielle générative. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait AWS a annoncé plusieurs éléments là-dessus, et déjà deux services, enfin un service et un élément là-dessus. Donc on a un service qui est annoncé, qui s'appelle Bedrock, qui va vous permettre en fait d'utiliser votre propre machine learning si vous voulez, mais surtout des modèles déjà définis par d'autres startups comme Stability et ainsi de suite, qui vont vous permettre d'avoir votre propre implémentation de ce modèle-là, de l'adapter avec vous. Donc pour les spécialistes, ça s'appelle du prompt engineering, c'est-à-dire comment je peux alimenter avec mes propres connaissances pour qu'il me fasse un retour qui soit précis, tout en gardant le niveau de sécurité qui est nécessaire, la confidentialité, et notamment dans le secteur de la santé, on n'a pas envie que les données se baladent. Donc ça c'est un élément important, d'innovation, parce que tout le monde est intéressé par le sujet, mais viennent après les questions, comme on l'évoquait dans cette interview, la sécurité, le coût, l'opérationnel. Et donc ça, c'est un service qui aide en fait à approcher cette vision-là très fort. Et on va aussi lancer nos deux modèles faits par AWS qui s'appellent les Titan modèles, qui vont être sur ce sujet-là pour notamment faire du résumé de texte. Donc on a de tout ça, on a énormément d'informations, on n'a pas le temps de tout lire. C'est le problème des personnels soignants, c'est qu'ils ont beaucoup d'informations et ils ont peur de rater quelque chose, donc ils vont essayer de tout lire, ils ont peur de rater, et donc le faire des résumés en fait de texte comme ça, c'est un élément qui va être je pense très fort, très disruptif, et tout le sujet là-dedans, c'est la précision, parce que Generative AI, le principe de base, c'est que je génère quelque chose qui est vraisemblable. Là je veux pas quelque chose de vraisemblable, je veux quelque chose de vrai. Donc le contrôle qu'on a besoin au niveau de ces modèles-là, il est essentiel. Donc je pense que c'est quelque chose qui tous les acteurs sont dessus, mais on se rend bien compte, particulièrement dans notre secteur de la santé, le contrôle de ce qu'on fait dans le modèle, l'explicabilité, la partie gestion de la sécurité des données et ainsi de suite, c'est un élément qui va faire entre j'ai une idée à je l'ai vraiment en production. Et ça, c'est un élément que moi je me passionne chez AWS, c'est que c'est toujours pensé pour la production. C'est-à-dire qu'il n'y a pas j'ai un petit labo dans le côté où je fais un peu ce que je veux et puis ça ira jamais en prod parce que c'est pas propre. Non, c'est pensé pour ça. Donc c'est vraiment cette simplification là, et je vous recommande, si ça vous intéresse, ce sujet là sur les blogs AWS, on a énormément de sujets là-dessus où on présente aussi bien dans le secteur on va dire hospitalier, dossier patient, mais aussi tout ce qui est passionnant dans le monde de comment ça s'appelle en français, la structuration des protéines, où il y a énormément d'éléments pour les nouveaux traitements et tout ça, et voilà, c'est l'optimisation, et c'est un coût prohibitif de créer ses propres modèles. Donc l'utilisation et le prompt engineering et cette capacité à spécifier, c'est vraiment très important. C'est ce qui va faire que on passe d'une idée, éventuellement un concept, un POC, un proof of concept, et puis à quelque chose qui va être en prod. Et ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour les patients et pour les personnels soignants. C'est clair. Donc c'est vraiment important d'être dans cette logique-là. Fabrice, tu veux compléter un tout petit mot sur l'approche reconnaissance vocale? Évidemment, je peux le dire pour toi, on a des partenaires en reconnaissance vocale depuis longtemps et on approche beaucoup ces sujets-là. L'approche ChatGPT, les LLM, on commence à regarder ça chez Dedalus un peu. Oui, on commence effectivement. Il y a des travaux en cours, mais le sujet est vaste et pas simple. Donc on sent les apports, hein. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous aider, comme Patrick l'a très bien expliqué, mais c'est vrai que voilà, on commence à travailler sur ces sujets chez Dedalus. Et on sent que ce sera l'avenir et un avenir en tout cas dans l'usage des applications métiers
santé, c'est une plus qu'une évidence. Peut-être une toute dernière question qu'on m'a confiée. Donc sécurité de l'infrastructure, c'est plutôt pour toi, Fabrice. Comment on bascule en fait d'une architecture sur AWS, et puis je peux peut-être compléter sur quel est l'accompagnement de Daedalus. Oui, alors moi je vais pouvoir plus parler de la sécurité du logiciel en lui-même. Je vais laisser Patrick parler de l'infrastructure. Enfin, il en a déjà parlé d'ailleurs de la sécurité de l'infrastructure AWS. Non, nous, ça a un profond impact sur notre manière de développer, de packager, de livrer nos logiciels. La sécurité, c'est une approche globale. Donc il faut que ça part du développeur qui code, ça passe par la façon dont on va récupérer des briques logicielles à gauche et à droite, s'assurer que on n'importe pas de menaces dans ces dépendances, la façon dont on va packager nos applications en s'assurant que il n'y a pas de vulnérabilité nouvelle détectée et qui potentiellement pourrait amener à des problèmes de sécurité. Ça passe aussi par la façon dont on expose ces livrables aux clients, puisque on va passer sur un mode justement livraison via du cloud. Et donc là aussi, il faut qu'on s'assure de la sécurité de ce dépôt de livrables. Enfin voilà, donc c'est toute la chaîne de production qui est impactée. On a déjà fait des travaux, mais il faut continuer. On va dire c'est un processus d'amélioration continue et qu'on met en place et pour nous assurer d'avoir la meilleure sécurité possible dans ce qu'on fait. Ouais, juste rajouter là-dessus, sécurité, effectivement, c'est un processus continu, c'est toujours en amélioration. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est vraiment une pratique. Il faut pas se reposer, ça tourne là-dessus. Sur la partie plus infrastructure et ces genres de déploiement là, pour les plus techniciens ou ceux qui connaissent, il y a la partie zero trust. C'est-à-dire comment on fait en sorte que on n'ait pas on passe des droits spontanément, où on se facilite la vie un peu. Il y a longtemps, les développeurs ils se facilitaient un peu la vie en mettant des comptes un peu ouverts. Donc cette approche zero trust c'est hyper importante et AWS a plein de services pour vous accompagner là-dessus. Et dans la partie construction du logiciel et pour tester ces approches-là, c'est vraiment très intéressant, même sur la partie construction du logiciel, de le faire sur le cloud pour tester automatiquement énormément de choses, quitte à ce que ça soit déployé après on-premise, la version packagée. Mais c'est vraiment c'est un sujet effectivement essentiel. Oui, et la question était aussi sur l'accompagnement qu'on doit faire dans ces contextes-là de bascule en fait vers une architecture AWS. Ce qui est très important, on l'a déjà bien compris, Fabrice et Patrick est avec nous sur cette stratégie, c'est que il faut qu'on donne à nos clients un très fort accompagnement pour ce genre de projet. On a des centres maintenant de services qu'on propose à nos clients pour ça. On est vraiment dans des stratégies d'infogérance même globale de ces projets. Donc pour nous c'est primordial. On ne peut pas les laisser avancer seuls sur ces démarches. Il y a beaucoup de technologies ultra pointues qu'il faut pouvoir maîtriser, et donc c'est à nous et c'est à nos équipes d'être capables de leur expliquer ça et de les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on se sert en fait de ces centres de services, de ces centres de compétences pour arriver à les accompagner sur des projets. Voilà, on a pris ces deux questions, on espère qu'on vous a intéressé. Ah, dernière question, très bien, il nous reste un peu de temps, c'est parfait. Oui, bonjour, Morgan Bourvin de DSIH. Je me demandais si en gros il y avait une stratégie de Daedalus de passer tous les clients qui sont on-premise pour l'instant sur le cloud, et si oui, à quelle échéance? Alors, c'est plutôt une stratégie client en fait qu'on leur propose. C'est pas une stratégie de Daedalus. Nous, on est convaincus par le cloud, on en voit les vertus, et c'est pour ça qu'on a ce partenariat avec AWS. Mais on est vraiment dans le rythme de nos clients. On voit encore aujourd'hui certains qui conservent des stratégies on-premise, et on le respecte, et on a encore les services adaptés évidemment pour les suivre sur ces stratégies on-premise, ce qui n'empêche pas de faire évoluer nos technologies. On en voit de plus en plus, c'est ce qu'on disait en préambule, sur des stratégies de cloud, et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir et ses compétences et ses partenaires pour y arriver. Et donc c'est le rythme du marché qui nous donne cette directive. On croit beaucoup, en tout cas, dans l'observation qu'on a des marchés mondiaux.
comme on le disait en préambule, voilà, sur l'Angleterre, ça avance très très fort. Sur l'Allemagne, on sent des grandes avancées. On en voit beaucoup dans le reste du monde. La France est en train de s'y mettre petit à petit, en faisant sauter chacune des réticences. Et donc nous, on suit ce rythme-là. Mais on est vraiment promoteur parce qu'on y voit de très nombreux avantages, comme évidemment Fabrice a pu l'expliquer. Tu voulais compléter peut-être ? Non, ça me paraît très clair comme ça. Et il y a un point juste qu'on voit beaucoup, cloud versus on-premise. En fait, AWS aussi fournit plein de services et de capacités, ce qu'on appelle on the edge, c'est-à-dire apporter les capacités, les technologies cloud sur site. On a mis en open source énormément d'éléments, notamment la partie EKS, une partie d'EKS, notre propre version de Kubernetes, voilà, mais aussi vous pouvez même avoir, alors je connais pas en France si on a des déploiements là-dessus, je ne saurais pas répondre, mais on a une capacité qui s'appelle AWS Outpost, donc c'est du hardware AWS avec des technologies et des services AWS qui sont disponibles sur site. C'est beaucoup utilisé soit les hôpitaux, soit les usines. C'est un moyen aussi d'apporter ça. On voit bien que les clients, comme tu disais, Guillaume, ils ont leur rythme, donc il faut accompagner. Et voilà, AWS, on se veut être les plus customer centric, donc du coup customer obsessed. Donc du coup, on a cette approche-là pour accompagner. Et il y a des besoins des fois de network qui justifient d'avoir cet élément localement. C'est important, et on le voit bien, hein, c'est important, c'est un dialogue. On peut pas offrir une offre fermée définitive. On voit bien que la réalité du terrain fait qu'il faut qu'on puisse discuter. Donc, oui, le AWS Outpost est un bon compromis en fait pour ceux qui veulent rester dans des stratégies encore on-premise, mais qui veulent bénéficier des technologies AWS en fait. C'est exactement ça ? Oui, ça vous permet d'avoir certaines fonctionnalités, certains des services cœur d'AWS sur site avec une localité et une efficacité réseau local qui permet de répondre à certains enjeux, comme on évoquait sur la connectivité, ou ainsi de suite. Très bien. Eh ben, écoutez, Fabrice, merci. Patrick, merci beaucoup. On espère que ça vous a encore une fois bien intéressé. Et puis, on est là 3 jours. Stand J47, vous n'hésitez pas. Et on sera là, bien sûr, pour vous répondre sur ces problématiques de cloud et le dossier patient informatisé. Merci.